Merci donc à Isabelle Lagarde qui est là, merci à Corinne Lajarge de rendre possible cette rencontre sur le fond, effectivement, donc d'un croisement qui s'était fait sous chapiteau, donc place Bellecour, dans les circonstances tragiques qui viennent d'être évoquées. Et sous le motif qui est exposé là, de la chose publique, donc petit ouvrage que j'ai commis à l'intention de mes petites filles. Quand je leur ai remis ce texte, elles avaient 11 ans. Elles entraient en 6e. Voilà. C'est à leur intention que cette fable, ce conte a été écrit. Vous l'avez entendu, donc je ne suis pas expert, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste directement en tout cas des politiques publiques, ni du développement territorial. Donc il faut que vous acceptiez que je m'éloigne un peu de votre pratique immédiate, de vos préoccupations immédiates. Mes recherches ont porté initialement, continuent à porter sur l'histoire et la théorie constitutionnelle. Je vais en avoir besoin ce soir. Et puis, longtemps, donc, au sein du CNRS, j'ai travaillé sur l'histoire politique, culturelle, sociale de la ville de Lyon et de l'agglomération, aujourd'hui devenue métropole. Donc la tâche pour un politologue, c'est de rendre le présent intelligible. C'était le présent d'un Raymond Barre, d'un Michel Noir, aujourd'hui d'un Gérard Collomb ou d'un Georges Kepelekian. Mais la position que nous avons adoptée collectivement à Lyon pour faire ce travail, parce que le travail a d'abord été un travail collectif au sein d'une équipe CNRS, était de nous dire que ce présent serait à tout jamais inintelligible si nous ne prenions pas en compte, et spécialement à Lyon, les coefficients d'inertie historique énormes dont le présent est nourri, qui configurent le présent. Quand vous entendez l'inertie, le sens premier c'est résistance, c'est frein, eh bien non, c'est exactement l'inverse. C'est le pouvoir inertiel, celui du cycliste, celui de l'automobile. Elle est lancée et elle va sur son aire. Rien n'est plus désagréable que de perdre cette puissance-là. Si le chien vient traverser la rue devant votre vélo, voilà, vous perdez la puissance inertielle que vous vous êtes octroyée, que vous êtes donnée. L'histoire fonctionne comme ça, avec des coefficients d'inertie, au sens positif, extrêmement importants, surtout dans une ville comme Lyon, qui peut se prévaloir de plus de 2000 ans d'histoire sédimentée dans ses murs. Cette exigence de penser le présent avec l'histoire, voire avec, elle a été nommée l'anthropologie, une autre discipline, qui fait reculer encore plus dans le temps, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, je l'ai mise à l'épreuve, puisque la fin de ma carrière se déroule, quoique je garde le statut de chercheur du CNRS, au sein d'une direction de la communauté urbaine de Lyon, exactement, donc la direction de la prospective. Quand j'y arrive, à l'automne 2004, les chefs de service, appelons-les comme ça, le directeur adjoint, surtout, ont l'intention, de toute façon dans l'obligation, de répondre à une commande qui leur a été passée par le président du Grand Lyon, qui est Gérard Collomb à ce moment-là. Gérard Collomb se plaçant donc dans la veine, dans la lignée d'un immense travail qui avait été initié par Raymond Barre. L'opération, pour les Lyonnais qui sont là, ils s'en souviennent sans doute, c'est l'opération qui liait réflexion politique, appel à la société civile, très très fort, et une intelligence de la culture comme condition d'accès aux politiques. Là, c'était la marque de fabrique de Raymond Barre. Gérard Collomb ne peut pas ne pas chausser à un moment donné les bottes de 7 lieues de son prédécesseur et passe la commande qui va prendre le titre, l'appellation Lyon 2020. Nous sommes en 2004, il s'agit de dessiner la métropole en cours d'invention du point de vue administratif, c'est encore que la communauté urbaine de Lyon à l'époque, sur l'horizon 2020. L'agence d'urbanisme est déjà en 2030, elle, et nous, on doit se caler sur 2020. Et on doit le faire sous différents motifs, santé, solidarité, gastronomie, mode, fleuve, sport, donc motifs très très variés, mais qui répondaient bien donc à cette demande qui avait été celle de Raymond Barre, qui était alors celle de Gérard Collomb, d'instruire le futur de la ville,
et de l'agglomération à partir de thèmes qui ne sont pas des termes techniques, L'eau, on n'en parle pas. Si, on va parler des fleuves. Le bitume, on n'en parle pas. Mais on va parler de santé, on va parler de solidarité, on va parler de gastronomie, on va parler de mode, etc. Et mon travail et notre travail, collectivement, pour chacune des entrées qui nous étaient imposées, a consisté à nous demander quelles sont les échelles d'espace et quelles sont les échelles de temps pertinentes pour pouvoir travailler ce sujet. Alors, si c'est le sport, c'est facile, c'est le dernier quart du XXe siècle, le mot sport arrive dans la langue française, il vient d'Angleterre, on a 100 ans à réfléchir. Si je prends le terme solidarité, eh bien, il va falloir que je distingue solidarité de philanthropie et philanthropie de charité. Et là, j'ai 2000 ans d'histoire sur les bras. Donc on change totalement d'échelle de temps. Et donc, si je traite de la santé, l'histoire de la santé à Lyon, elle est multiséculaire. Donc comprendre que l'intelligence du présent ne peut pas se faire sans que l'espace soit pensé, et surtout que le temps soit pensé. Et donc, un des effets de cette démarche, un des plus significatifs à mes yeux, a été qu'à un moment donné, entre 2004 et 2010, les débats prospectifs qui se faisaient à la demande donc, des commanditaires, du commanditaire et des commanditaires, la communauté urbaine, et à notre demande, nous, au service technique de cette commande, les débats qui étaient des débats publics, ouverts et gratuits, prospectifs, sont devenus rétroprospectifs. Et le fait que le préfixe rétro ait pu précéder un jour le prospectif était, à mes yeux en tout cas, et reste une victoire incroyable d'avoir introduit dans une démarche dite prospective, de futurologie si on veut, la dimension du temps, la dimension du temps long. Et donc ce que je vais faire, essayer de faire avec vous, dans les limites qui ont été dites, c'est-à-dire que j'ai eu peu de temps pour travailler la question, la problématique qui m'a été soumise, citoyenneté, territorialité, c'est de poser devant vous la question, mais dans quel espace-temps le terme citoyenneté, la notion de citoyenneté, on viendra ensuite à territorialité, doit-il être situé ? Doit-il être situé, ce terme, sachant que nous sommes fils et filles des Grecs et que polis, polites, politeia, c'est grec, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc si on veut vraiment y travailler, 2500 ans d'histoire à réfléchir. Donc on doit se situer dans ce lignage de l'invention grecque, la triple invention à la fois de la citoyenneté, de la tragédie et de la philosophie, ce que Renan a appelé le miracle grec. On peut appliquer la formule de Renan, le miracle grec, à cette triade-là extraordinaire, philosophie, tragédie et sciences politiques, la naissance du citoyen. Mais voilà, donc, il va nous falloir nous placer dans cet héritage-là, en faisant un bond énorme dans le temps, qui est d'entrer dans le temps que les historiens nomment moderne, 16e, 18e siècle. Voilà, il découpe le temps de cette manière-là, on peut discuter ce découpage, mais il est utile. Mais un tout petit préalable, je suis encore dans les préalables. L'actualité, aujourd'hui, quoi qu'en pensent certains, est très fort nourrie d'une commémoration d'un centenaire, le centenaire de la Révolution d'octobre. Médias, France Culture, colloque, film, le jeune Marx qui vient de sortir, film magnifique du point de vue de la justesse historique du film. Voilà, donc, et ce n'est pas fini, donc on aura beaucoup entendu parler, quoi que disent certains, donc d'octobre 17. Mais il se trouve que le 31 octobre qui arrive, nous allons honorer le 5e centenaire de l'affichage par Luther des 95 thèses à Wittenberg. Donc, départ de la réforme à Wittenberg. 5e centenaire. Et on voit très très bien là, tout de suite, comment les médias, les uns traitent abondamment d'une cause et en négligent une autre, au moins aussi importante,
puisque ces effets perdurent encore, les effets de la Révolution d'octobre sont largement éteints, comment le temps du religieux et le temps de la réforme n'est pas pensé. Il n'est pas là. En tout cas, il n'est pas médiatiquement là. Il n'est pas médiatiquement là. Or, c'est de lui que je vais avoir besoin nécessairement. Pour penser la modernité et la citoyenneté, je vais devoir penser un temps de la dite modernité qui est un temps de la désaffiliation. Désaffiliation. On rompt avec les pères. On brise les liens. Et le temps 1, pour moi, de cette désaffiliation, la rupture avec les pères, c'est la réforme. C'est la réforme, tout simplement. Qui ouvre la possibilité extraordinaire d'une relation à l'objet de la foi, le divin, intransitive, directe. Seule l'écriture, sola scriptura, l'écriture suffit. L'écriture suffit. Pas besoin de tradition, pas besoin de magistère. L'écriture suffit. Donc c'est un sujet autonome qui va avoir compétence pour interpréter librement le texte révélé. Donc on peut chanter, on peut se dispenser de toute médiation ecclésiale, de tout magistère, je l'ai déjà dit. Donc c'est l'idée même du clergé, de la médiation cléricale, qui est sapée à la base. Et théologiquement, donc ce mode d'être tout à fait neuf, 1517, va trouver donc son argument dans une théologie que Luther promeut, qui est la théologie du sacerdoce universel. Sacerdoce universel, ce qui veut dire donc que tous les fidèles, sans exclusion, sont prêtres et prophètes. Donc les prêtres et prophètes étaient ailleurs, et tout à coup, les voilà ici même, nous sommes prêtres et prophètes. Donc cette configuration religieuse, radicalement neuve, et donc à certains égards d'une violence inouïe, au regard de la sédimentation qui s'était faite jusque-là, via l'orthodoxie, via le catholicisme romain, met en scène, j'arrive doucement au civisme, ne vous inquiétez pas, un dispositif qui est le dispositif du forum. Mais entendez, forum en fort interne. C'est le fort interne. Fort, c'est forum. Désormais, la chose religieuse pourra se débattre en fort interne. En mon fort interne. Ça veut dire mon âme et conscience. Ce qui est la prescription faite aux jurés d'assises aujourd'hui. Ils sont assistés par des magistrats, certes, mais ils vont décider, en tout cas ils pouvaient décider de la vie et de la mort d'une personne en leur âme et conscience. En leur âme et conscience. Donc on statue au plus près de l'ultime, qui est la survie d'un individu, en son âme et conscience. Voilà, ce qu'invente la réforme. Et là, pouvoir penser le divin, et j'y arrive bien sûr, pouvoir penser la citoyenneté sur le même mode. Sur le même mode. Et là, les relais ne sont pas français, ne sont pas américains, mais on les oublie très souvent, les relais sont essentiellement anglais. Il faut penser la première révolution anglaise, 1642-1660, Bloody Revolution, la révolution sanglante, la guerre civile anglaise, dont Cromwell prend la tête à un moment donné, et puis la glorieuse révolution, Bloodless, la révolution sans effusion de sang, dit-on en Grande-Bretagne en tout cas, parce que c'est le moment où la philosophie politique de Hobbes, Locke, invente les conditions de la figure du citoyen moderne, donc on réinvente le principe de citoyenneté. Je le répète, ça ne se fait pas en France, ça ne se fait pas aux États-Unis, c'est en Angleterre que ça se travaille. Et la formule du fort interne va avoir un effet extraordinaire donc, dans l'armée de Cromwell, chez les officiers de Cromwell. Les officiers de Cromwell refusent de se découvrir, on est à égalité devant le chef, et discutent les ordres de Cromwell. Puisque leur vie est en jeu, après tout, on pourrait débattre de l'intérêt d'exposer sa vie. Ça, c'est le discours des officiers. Et ça va s'appeler le dissent, ça donne un dissenter, c'est-à-dire l'objection de conscience. L'objection de conscience au sens politique du terme,
donc s'invente en Angleterre entre 1640 et 1660. Et j'en arrive donc tout doucement à mon très cher Rousseau, bien sûr. Sans ce préalable anglais, rien n'est pensable de la Révolution française, rien n'est pensable de la position d'un Voltaire, d'un Rousseau, par rapport à l'expérience anglaise, tout le monde ayant voulu oublier qu'on avait 150 ans avant les Français décapité un roi, Charles Ier. Ça s'était fort mal passé tout ça, donc les Français ne sont pas les seuls à avoir connu des guerres civiles ou une guerre civile et des traumatismes politiques. Mais les Anglais ont... Voilà, c'est fort clos. Voilà. Non, ça n'est pas fort clos, c'est là, dans notre histoire à tous. Entre autres, pour cette raison, l'invention de l'objection de conscience, et parce que Rousseau arrivera là-dessus, avec sa théorie du contrat social que vous connaissez, et des formules incroyables aussi. Je vais vous la lire parce qu'on ne peut pas trahir Rousseau quand on est à ce niveau-là de réflexion politique. Chapitre 6 du contrat social. Trouver une forme d'association qui défende et protège de la force commune la personne et les biens de chaque associé. Donc le modèle est associatif. Bien. Et par laquelle, c'est ça qui est intéressant maintenant, chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Chacun, s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même. S'il y a une formule de la réflexivité en fort interne qui a été posée politiquement, c'est bien celle-là. Chacun, s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc pas de coercition. Je suis maître de moi-même et donc maître de l'espace public dont je suis co-auteur. Ça, c'est le temps, je dirais, achevé de la réforme. La réforme luthérienne s'achève avec Rousseau et s'achève avec Kant. C'est-à-dire qu'on part du religieux et on va très très vite vers le politique. Et le politique s'actualise donc chez les théoriciens anglais d'abord, bien sûr, Hobbes et Locke, puis Rousseau, puis Kant. Et ce temps de la réforme, c'est aussi, mais ça vous le savez tout aussi bien que moi, le temps dans lequel on va entrer après la Révolution française. Ce n'est pas le temps de la réforme religieuse, c'est le temps de la désaffiliation révolutionnaire, celle-là. Les Anglais avaient déjà opéré, nous y allons à notre tour, Révolution française, arrachement au temps. Ancien régime, donc despotique, donc obscurantiste, voilà, donc ancien régime. Formule de Michelet, extraordinaire, en une nuit, la nuit du 4 août 1789, on a fait tomber le chêne 7 fois centenaire de la féodalité, en une nuit. Donc ça, c'est le génie français. En une nuit, donc on se débarrasse de 7 siècles d'histoire. De radicalité, tout aussi impressionnante, extraordinaire. Donc refaire donc, des temps neufs avec invention d'un calendrier nouveau, comme on l'avait fait chez les Grecs, aussi chez Clisthène. On réinvente le temps, une ère nouvelle, on commence une ère nouvelle. Bien. Donc le temps dans lequel on rentre là, c'est un temps de désaffiliation constaté. Là, il faudrait pouvoir lire Marx, on a presque envie. C'est relire le manifeste de Marx, le manifeste du Parti communiste, 48, et la manière dont avec une plume extraordinaire, Marx décrit cette rupture des liens avec l'ancienne société dans tous les domaines, culturel, religieux, politique, social, la famille, tout y passe. Et c'est magnifiquement décrit par Marx. Donc on fait ce constat, parce que là on va rentrer, on est en 1830, 1840, dans le temps déjà passé des révolutions politiques, et dans le temps qui est en train de se fabriquer des révolutions industrielles. Donc réforme, révolution politique multiple, Angleterre, États-Unis, 1786, France et révolution industrielle. On en remet encore donc un peu sur ce que j'appelle la désaffiliation. Et là, la formule aussi, vous l'avez tous entendue, ou vous l'entendrez tous, ou vous l'avez peut-être chantée. Donc c'est Eugène Pottier, donc 1871, poème sur la commune.
mis en musique 17 ans plus tard à Lille, et ça donnera en 1904, donc l'Internationale devenant l'hymne du mouvement ouvrier mondial, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, du passé faisons table rase. Voilà, du passé faisons table rase. Donc des affiliations maximales, là encore, qui va rendre possible une formule magnifique que j'ai retrouvée, mais qui est d'Engels cette fois-ci, donc le collaborateur de Marx et celui qui l'aide à vivre, tout simplement, ce que montre très très bien le film évoqué tout à l'heure. Quand Engels, en 1886, veut honorer le 15e anniversaire de la Commune de Paris, sa formule est la suivante: vive l'union internationale du prolétariat universel. L'union internationale du prolétariat universel. Donc j'en arrive doucement au territoire. C'est-à-dire que toutes ces constructions fabriquent des apatrides. Les prolétaires n'ont pas de patrie, Marx l'écrit. Les prolétaires n'ont pas de patrie, on ne peut pas leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de patrie. Ah bon. Et voilà donc ce qui pointe aussi d'une catastrophe à venir, qui est la dénonciation d'un double apatride, le juif socialiste ou communiste. Il est deux fois apatride. Il est errant, comme tous les juifs, bien sûr, c'est bien connu. Et socialiste ou communiste, puisqu'il est internationaliste, il redouble le caractère apatride. Il n'a pas de patrie, il n'est de nulle part. Et donc la violence antisémite du 19e, 20e siècle va évidemment se nourrir de ce rejet de la désaffiliation. Ils n'ont pas de patrie, ils n'en veulent pas. Ah, bon. Sauf que, bien sûr, comme tout historien ou politologue avisé, je vais devoir retourner la formule que je viens d'employer. Elle est juste, mais elle est fausse, simultanément. Puisque le temps de la modernité dont il vient d'être question, c'est le temps de l'invention de nouvelles formes d'affiliation. Nouvelles formes d'affiliation, et vous le connaissez aussi, bien sûr. Et la première, c'est l'État. Et puis, il faut pouvoir accoler à État le petit tiret, typiquement français, État-nation. État-nation. L'affiliation nouvelle, donc, va se chercher là. Car une fois que vous avez déclaré que tous les sujets sont autonomes, aussi libres en société qu'ils l'étaient naturellement avant d'être en société, proposition de Rousseau, la question va se poser quand même, mais comment ça va tenir ensemble, tout ça? Ah, alors Rousseau a prétendu répondre, hein, ils sont associés, ils sont plus assemblés, ils sont volontairement associés. Ça ne tient pas, évidemment. Toute la sociologie du XIXe siècle va se construire contre ces préjugés rousseauistes, ces présupposés individualistes, conception de la société à partir de l'individu. Donc les Anglais, là encore, font très très fort, puisque avec Hobbes, donc on est dans les années évoquées tout à l'heure, 1640-1680, et puis Locke, et les Anglais vont poser la théorie du contrat social. Non, les humains doivent contracter pour pouvoir, chez Hobbes, éviter l'entretuerie. Hobbes pense que l'entretuerie, c'est l'ordre naturel des choses chez les humains, et donc il va falloir éviter l'entretuerie. Donc Hobbes va poser le principe du contrat social, Rousseau le reprendra après lui, bien après lui, évidemment, mais en pensant une forme de coaction, d'assemblage très forte, tutélaire, sous la forme qu'il appelle lui-même le Léviathan. Le Léviathan, c'est le dieu terrestre. C'est un corps de corps. Tous sont réunis sous l'autorité, sous le chef du Léviathan. Dans la formule de Hobbes, c'est Dieu mortel, l'État c'est le Dieu mortel, réplique terrestre du Dieu immortel. Magnifique. Réplique terrestre du Dieu immortel. Donc il y a un principe d'unité. Voilà, ça y est, on avait atomisé la société, on avait atomisé l'univers religieux, on avait atomisé l'univers politique, et quelqu'un arrive qui dit « Oh là, attendez, je vais mettre de l'un quelque part.
Je vais mettre de l'un quelque part, et c'est le Léviathan. Donc son contemporain Locke va reprendre la formule du contrat social, mais lui va penser un État contractualiste de sociétaire. Eh bien, c'est Sieyès qui en France va reprendre cette formule. On va penser, et vous voyez comme c'est d'actualité, on va penser la société comme une société anonyme. Comme une société anonyme. Nous sommes des sociétaires, donc nous nous engageons et nous attendons un retour sur investissement de la concession de souveraineté que nous faisons à un État, mais qui n'est pas un État tutélaire, qui est un État libéral, individualiste, l'État des propriétaires. Individualisme possessif. La formule sera reprise par Sieyès au moment de la Révolution française. Maintenant, si je vais vers le cas français, qui ne peut pas ne pas nous occuper ici, le propre de l'État français au XIXe siècle, c'est de conjoindre de façon extrêmement forte État et nation. L'État se pense unitaire, et on doit accoler le terme nation au terme État. Qu'est-ce que c'est qu'un État-nation, la française, qui est dans le XIXe siècle, une partie du XXe, le plus avancé du point de vue de la forme politique en cours d'invention. L'État-nation à la française, c'est le temps du singulier. Singulier. On a dit le pluriel atomistique, rousseauiste et luthérien. Non, terminé. Terminé. Le temps du singulier. Première devise donc des constituants français, la loi, le roi, la nation. Le roi, la loi, la nation. Quand Louis XVI convoque les États généraux, il convoque encore ces nations. Il en parle au pluriel. Terminé. La nation. Elle est une. Quand la République sera là, 92, 85, une et indivisible. Indivisible. Donc, avec effet rapide, déni des langues, la langue est le français, point. Il n'y a que des patois à éliminer aussi vite que possible. Il faut revoir là aussi quels avaient été les projets de départementalisation de la France en 89, 91, au moment où les provinces sont défaites. La province, c'est du singulier, c'est de l'histoire. Terminé. Donc la géométrie est telle, la géométrisation de l'espace public est telle, qu'on avait pensé donc diviser la France tout simplement en carrés de 12 lieues. Ça arrangeait donc les géomètres et ça arrangeait surtout les constituants de l'époque. Grand avantage, c'est que en égalisant département, ça veut dire départir, ça veut dire diviser. En divisant ainsi géométriquement l'État français, on égaliserait les conditions du vote. Les partis étant égales, il n'y aurait pas de gens qui pèseraient plus que d'autres, comme on dit dans la désignation des représentants. Donc c'est très intelligent, cette égalisation. Elle a une visée politique très très précise. Mais elle est folle, bien sûr. On ne géométrise pas de l'espace comme ça. Parce que l'espace, c'est d'abord du temps. C'est la thèse que j'essaie de soutenir devant vous. Il n'y a pas d'espace, il y a du temps qui s'est condensé sous une forme qu'on dit espace. Mais c'est du temps d'abord. L'État français, donc l'État-nation français, c'est ça. C'est un temps aussi de la circonscription. Circonscription, entendez qu'il faut circonscrire. Le terme a été avancé tout à l'heure, c'est la frontière. Il y avait des fronts jusque-là. Un front était plus ou moins large, on rentrait, on sortait, etc. Et on invente la frontière. C'est une invention de Vauban, ce n'est pas les constituants français. C'est Vauban qui, pour Louis XIV, installe les places de défense du territoire et supplie Louis XIV de se contenter de ça, de ne pas chercher à passer justement sur l'extérieur, ou la Hollande, ou chez les Espagnols, qu'ils feront évidemment, mais c'est Vauban qui a raison. Contentez-vous de votre précaré. Alors je vais vous le dessiner, ça sera précis, la montagne, le fleuve, etc. Terminé. Point barre, on s'en tient là. Donc Vauban a eu tort, enfin il a eu raison sur le fond. Évidemment, l'histoire lui a donné tort. Les révolutionnaires français s'empressant de franchir les frontières qu'ils avaient eux-mêmes définies pour aller donc occuper des républiques sœurs, comme ils disaient à l'époque. Mais entendez quelque chose qui est d'un point de vue anthropologique essentiel.
c'est qu'il y a effectivement, et là, c'est là que Vauban est aussi fort qu'un autre, mais pas plus qu'un autre, il n'y a pas d'espace social, il n'y a pas d'espace civique, il n'y a pas d'espace professionnel, il n'y a pas d'espace religieux qui ne soit aphoristique. En grec, horizo, c'est l'horizon, voilà. Aphorizo, c'est découper. Je découpe, je divise. Un collectif humain, professionnel, religieux, politique, etc., qui n'est pas capable de dire son dedans par rapport à un dehors, n'est pas un collectif. Formule de Marx, c'est un tas. C'est un tas. Voilà. Il y a un sac de pommes de terre, c'est un tas, et une classe sociale. Non, la classe sociale, c'est quel est son adversaire. Et là, son dehors, c'est l'étranger ou c'est l'ennemi de l'intérieur, l'adversaire de l'intérieur. Donc tout espace, quel qu'il soit, familial, la porte vient d'être fermée, est aphoristique. Il s'auto-circonscrit. Sinon, c'est le grand bazar. Donc pas de frontières, anthropologiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Maintenant, comment passe-t-on les frontières? C'est un autre problème. Un espace sans frontières, un espace civique sans frontières, Régis Debray a raison sur le point, on rentre dans le mou, et on ne sait plus où on est, et personne ne sait plus de quoi il s'agit. Bien. Donc on est dans le temps de la réaffiliation, État-nation pour la France, et comment? Et on entre, à l'échelle européenne, 1848, dans le temps du printemps des peuples. On a parlé des printemps arabes, pour ce qu'il en reste, mais le printemps des peuples a bien existé, 1848, donc droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc revendication romantique, poussée nationale, pour ne pas dire nationaliste, poussée nationale très très forte, de ceux qui cherchent à se délivrer de la forme impériale, qui n'est pas la forme étatique moderne, c'est l'Autriche-Hongrie. Donc les Tchèques demandent leur émancipation. Les Italiens demandent à se débarrasser des Autrichiens, les Hongrois, etc. Donc quelque chose s'est dit pendant tout le XXe siècle, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc droit de se constituer en nation, éventuellement État-nation, distinct, la nation touchant plus la dimension culturelle, spirituelle du collectif, l'État touchant plus à sa dimension technique administrative. Donc, temps de désaffiliation, et c'est là que la citoyenneté au sens de réinvention moderne apparaît, temps de réaffiliation, donc sous l'égide de l'État, mieux quand on est en France, l'État national, l'État-nation. Et maintenant, je peux en arriver, c'est presque la fin pour moi, mais là maintenant, où en sommes-nous? Là maintenant. Pas au XIXe siècle, on n'est plus au XXe non plus. Le temps est difficile à qualifier puisque c'est celui où nous sommes. Donc nous ne pouvons pas être très, très subtils en la matière. Nos arrière-petits-enfants pourront nous dire c'était ça. Là, on est forcément myope, on a le nez dans le guidon, on ne sait pas très bien où on en est. Comment qualifier la situation où nous sommes, sauf qu'elle a été déjà nommée, post-modernité. Nous ne serions plus modernes. Faux, absolument faux, un contresens total. On n'a jamais poussé aussi loin le principe d'autonomie qui nous vient de la réforme luthérienne, qui nous vient de Rousseau, on n'obéit qu'à soi-même, etc. C'est le zapping permanent. Donc si on n'a pas... Voilà, donc on actualise techniquement aujourd'hui le principe permanent de l'autonomisation des collectifs, des individus, des enfants, des ceci, des cela. On n'en finit pas d'autonomiser. On n'en finit pas. Donc, postmodernité, c'est un contresens, à mes yeux. Alors moi, je dirais hyper-modernité. On est dans un temps de modernité aggravée, mais avec des caractéristiques qui étonnent au regard de ce qui vient d'être dit. Et je vais en donner trois. Première caractéristique, bien sûr, j'ai un passeport de citoyen européen. Ah, bon. Donc, il y a une méta-citoyenneté qui s'est inventée en 2 générations. Je ne suis plus simplement citoyen français, je suis citoyen européen.
et au titre de l'article 17, etc., instituant les traités de la communauté européenne. Donc j'ai le droit de circuler, séjourner, m'installer, le droit de voter et d'élire, voilà, le droit d'être informé de du bien que l'on me veut à Bruxelles ou à Strasbourg. Voilà, je suis citoyen européen. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre, 27, 28, quoi, est citoyenne européenne. Donc, invention d'une formule étonnante, à tant d'égards, la méta-citoyenneté. Donc, l'État-nation, là, il en prend un coup derrière les oreilles, c'est vrai. Et là, on est dans cette balance donc, entre l'État-nation conservé, bien sûr, et puis cette méta-citoyenneté constituée en 2 générations, comme je viens de le dire. Deuxième caractéristique qui m'est très fort apparue au vu de l'expérience qui a été la mienne 6 ans durant, donc en observant le travail d'une communauté urbaine, je dirais que nous sommes rentrés dans un temps civique nouveau qui est le temps des amateurs. Au sens où amateur, le premier sens c'est aimer tout simplement en latin. Ça voulait même dire amateur, c'était l'ami et l'amant d'une autre personne. Que nous sommes rentrés dans le temps de l'amateurisme ou de l'amatorat, plus exactement, au sens où aujourd'hui les citoyens que nous sommes refusent, en tout cas ne se satisfont plus de la forme délégataire d'exercice de la souveraineté. Une fois tous les 5 ans, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 4 ans, selon les lieux, les pays, les États, je délègue ma souveraineté pour n'obéir qu'à moi-même, comme dire. Non, pour obéir à ceux qui vont ordonner l'espace public en mon nom, en mon nom. Ce en mon nom, donc une fois tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc les citoyens demandent non pas être simplement passifs, mais actifs, au sens de la Révolution française. Si on veut redonner un sens à la distinction citoyen passif, citoyen actif, je suis citoyen tous les jours. Donc mon quartier, ma rue, mon aéroport, mon hôpital me concerne et nous concerne. Donc voilà. Donc la citoyenneté demande à s'actualiser au jour le jour sur une multitude de sujets qui échappent aux grandes compétences régaliennes, la justice, le droit de faire la guerre, etc. etc. Nous sommes entrés donc dans un temps qui est bien connu ici, aussi évidemment, dit, je n'aime pas la formule mais j'emploie parce qu'elle est là, de démocratie participative. Bon, je dirais mieux conseilliste, puisqu'il y a les conseils de quartier un peu partout, les conseils de développement, en tout cas dans les grandes villes, quand ça marche, et que là, il y a des milliers de bénévoles qui contribuent à la fabrique de la chose publique, qui servent une cause qui est une cause collective, bénévolement, le plus souvent, sans attendre la sanction ou l'avis d'un député, d'un sénateur ou d'un président de la République. Ils font la chose publique au jour le jour. Donc de ce point de vue, nous sommes en train de transformer donc, la conception délégataire de la souveraineté que nous héritions des grands fondateurs, Hobbes, Locke, Rousseau et les autres. Troisième caractéristique, celle qui m'embarrasse le plus, c'est le temps des multi-appartenances. Temps des multi-appartenances parce que la déclaration de Fribourg, 2007, qui prolonge une déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, a un préambule et des articles sur lesquels il vaudrait la peine de s'arrêter un tout petit peu. Dans le préambule, je vois que réaffirmant que les droits de l'homme sont universels, on le savait, indivisibles et interdépendants, sans douter, et que les droits culturels sont à l'égal des autres, ça c'est nouveau, les autres droits de l'homme, ils sont une expression et une exigence de la dignité humaine. Et paf, dignité humaine, c'est arrivé ça très tard, 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration d'indépendance américaine n'avait pas de dignité. Déclaration française des droits de l'homme n'avait pas de dignité. Il y avait du sacré, mais pas de la dignité.
Déclaration universelle, article 1, 48. Les hommes naissent libres et égaux en dignité, 1, et en droit, 2. En dignité d'abord. On peut se demander comment ce vocabulaire de la dignité a pu arriver là, en 48, et comment il se retrouve dans une déclaration des droits culturels, comment il se trouve utilisé par le Conseil d'État français pour déclarer qu'un logement est indigne, par exemple. Par exemple. Donc, dignité. Article 1 de la même déclaration, les droits énoncés dans la présente déclaration sont essentiels à la dignité humaine. On y revient. On y revient. Toute personne, article 4, a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières. Et crac, donc, crac, ma frontière dont j'avais absolument besoin d'un point de vue anthropologique, là, elle tombe ici, d'un point de vue juridique, en tout cas le point de vue juridique de l'UNESCO. Il y a du sans-frontiérisme, donc qui se dit, s'expose, se théorise à l'UNESCO. Est-ce que je voudrais faire apparaître la petite difficulté que cela pose, c'est que un droit est toujours territorialisé. L'attribution d'un droit et l'exercice d'un droit est toujours territorialisé. Toujours. Vous êtes citoyen de, national de, et au vu de ce statut, vous avez les droits qui... La dignité, elle est inconditionnelle. Elle est là. Elle est là. Enfin, elle est invoquée, en tout cas. Elle est invoquée et elle n'a pas de lieu, elle. Elle n'est pas localisable, elle. C'est tellement vrai que quand un Stéphane Hessel lance son mot d'ordre « Indignez-vous », ben ça se passe à Tel Aviv, ça se passe à Barcelone ou à Madrid, ou à New York ou à Paris. Les indignés n'ont pas de patrie non plus. Ça y est, on y revient. Tiens, donc on avait de la patrie, on en reconstruit de l'État-nation, et puis là, on s'en libère. Ah, donc ça devient un peu compliqué, toutes ces affaires. Ça devient un peu compliqué, et c'était le but de l'opération, de vous montrer qu'on est un peu dans du complexe, là. Et donc, les deux moralités que je tire, les deux leçons que je tire de ce parcours que j'ai fait pour vous, Corinne, c'est pour vous, qui êtes là, c'est évidemment une première leçon sur les logiques qu'on peut utiliser en sciences sociales, enfin pour ma discipline, les sciences politiques, sont des logiques paradoxales. Logiques paradoxales. Je suis obligé de soutenir deux propositions contraires en même temps. Il y a des affiliations, il y a affiliation. C'est pas de la vérité ici, de la fausseté là, c'est que les deux sont justes et que l'histoire opère par ces polarités-là. Et voilà le terme important, ce ne sont pas des contradictions entre affiliation d'un côté, désaffiliation de l'autre, ce sont des polarités. Et que toute société humaine se construit en ordonnant ces polarités, plus d'un côté, plus d'un autre, mais elles ne peuvent pas échapper au principe de polarité. C'est impossible. C'est droite-gauche, c'est haut-bas, voilà, c'est de la polarité basique, élémentaire. Et deuxième leçon, qui est plus de type épistémologique, mais j'en ai annoncé la couleur tout à l'heure, l'espace est une catégorie du temps. L'espace, au sens cosmologique, c'est du temps sédimenté, coagulé. Donc ce que je vous souhaite, attaché que vous êtes à des espaces, à des territoires, c'est bien sûr de devenir les chroniqueurs et les historiens de ces espaces. Merci à vous. Merci. Donc, espace-temps respecté à la minute près, hein, comme une horloge suisse, hein, pays caractérisé par ses frontières. Je crois qu'on a beaucoup d'éléments, hein, effectivement, et sur cette tension entre désaffiliation et réaffiliation, hein, que je pense que, en tout cas, les amis qui viennent
de pays du sud du Sahara, il y a des processus que l'on connaît et qui sont vécus sur des temporalités différentes, mais on a bien effectivement cette évolution vers des individus maîtres d'eux-mêmes et la reconstitution de nouveaux contrats sociaux. Et ces processus de réaffiliation avec des États plus ou moins solides, plus ou moins démocratiques, plus ou moins présents, qui effectivement redonnent un cadre, et avec les trois grandes questions que j'ai notées de ce qui nous a été dit. Aujourd'hui, quelles sont les limites spatiales dans les États et entre les États? Et ce que disait Corinne, est-ce que la limite n'est pas celle de l'écorce terrestre pour certaines choses? La question des dynamiques et des processus qui font que, entre autres, grâce à ces appareils-là, nous sommes aujourd'hui en contact et en dehors de toute territorialité. On peut discuter avec des amis péruviens, tchadiens ou marocains plus facilement qu'avec ceux qui sont à côté. Et puis cette question de notre participation en tant qu'individu à la société, alors société micro-locale, société nationale, société mondiale, à travers ces... Bon, ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais en tout cas à travers ces modes d'exercice de la citoyenneté différents de la délégation, que sont toutes les démarches où on est citoyen actif, où on peut être citoyen actif. Voilà. Je crois que ces questions-là sont posées, sont des questions qui effectivement aujourd'hui sont centrales quand on réfléchit citoyenneté en France, quand on les réfléchit dans le monde et quand on les réfléchit face aux enjeux planétaires qui sont les nôtres, le climat qui n'a pas de frontières, la sécurité, Corinne le rappelait tout à l'heure, ou la paix qui n'a plus de frontières, si jamais elle en a une, et le développement économique, puisque chaque année ce sont des centaines de millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui arrivent sur le marché de la vie civique et qui souvent n'ont pas d'espace et surtout n'identifient pas avoir de potentiel à saisir pour exister dans la société d'aujourd'hui et de demain. Voilà, alors je ne sais pas si peut-être pour lancer la discussion, peut-être demander à M. Dujardin par rapport à ces notions de citoyenneté mondiale, et par rapport à ces notions effectivement sur lesquelles on essaie de travailler d'une responsabilité individuelle par rapport à la vie du monde et d'une responsabilité du monde aussi par rapport à notre vie. Quelle réflexion et quelle perspective s'ouvre pour nous, pour nous en tout cas ici, agents du changement social, pour nous, institut de formation, qui avons cette ambition de travailler en tout cas au-delà des frontières, même si c'est en reconnaissant qu'elles existent, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient humaines, etc. Et après, on passera au débat proprement dit. On s'est vu avec Corinne Lajarge, Isabelle, il y a quelques jours dans un autre cadre. Et je disais donc dans le débat aussi qu'il me semblait qu'au XXe siècle, plein des horreurs que l'on sait, il y a eu deux très grandes inventions politiques qui ont eu cours et qui continuent à produire heureusement leurs effets. C'est l'écologie, d'un côté, l'écologie politique, et puis par ailleurs la construction européenne. Je ne vois rien de neuf véritablement en dehors de ces configurations-là, qui font que d'un côté, comme l'économie un jour était devenue politique, l'économie ça veut dire littéralement la gestion du domaine, elle n'a rien de politique. Si un jour quelques-uns disent
Il n'y aura pas que le domaine du roi et puis le domaine privé, il y aura une pensée publique de l'économie politique. Ça se fait au XVIIe, XVIIIe siècle. Il faut tout le XIXe siècle pour que la question sociale devienne politique. La révolution est faite, d'accord. Nous, on veut la République sociale. C'est une partie des socialismes français et étrangers qui s'engagent dans ces... Donc le social rentre en politique. Car il n'y a pas de définition possible du politique, contrairement à ce que croient les politologues, en tout cas certains d'entre eux. Le politique institué, oui, mais ce qui va être matière du politique, je n'en sais rien. Cela advient. C'est advenu pour l'économie, c'est advenu pour la question sociale, et c'est advenu, enfin, fin du XXe siècle, pour la question écologique. Il n'y a pas que des vivants humains. Ah oui, et donc les abeilles, elles, ne connaissent pas très bien la notion de frontière. Ni les oiseaux migrateurs, ni les dauphins. Ah, oui, donc il y a autre chose que du vivant humain. Oh là là, ça se complique, là. Ça se complique, oui. Et par ailleurs, l'Europe, donc, traité de Westphalie, fin du XVIIe siècle, on se met d'accord, on a un siècle et demi de guerre religieuse, de guerre civile épouvantable dans le dos, on arrête là-dessus, on va se mettre d'accord sur le fait que la religion du citoyen, ce sera celle du prince, grosso modo. On se cale là-dessus. Traité de Westphalie. Donc on arrête les frontières et on arrête de se cogner parce que, voilà, on va ranger les choses de cette manière-là. À chaque prince, sa religion. Donc, chaque nation aura sa religion majoritaire, avec quelques minoritaires tolérés. Très très bien. Donc, ce qui se met en place, là, c'est une pensée très puissante de la souveraineté. Un territoire, une population, des frontières. Basta, ça va comme ça. Oui, sauf que, catastrophe mondiale du XXe siècle, quelque chose s'invente, qui est en cours d'invention, on en est qu'au tout début, j'espère, d'un renoncement de 8, 9, 10, 11, 15, 27, 28 États au principe de souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté exclusive de l'État sur sa population, son territoire, ses frontières, terminée. Donc avec les vivants non humains, d'un côté, avec la construction européenne de l'autre, ce qui s'est défait, c'est l'idée même de souveraineté. Nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de toute chose, comme le prétendait Descartes. Non, non, terminez ce temps-là. Nous ne serons plus jamais les souverains que nous avons pensé être scientifiquement, politiquement, religieusement. Ce temps-là est terminé. Et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Voilà ce que je pouvais dire donc, sur cette amorce possible d'un débat. Que fait-on des vivants non humains? Que fait-on donc des fleurs, des abeilles et de tout le reste? S'il faut par ailleurs penser anthropologiquement la notion de frontière.